Après un an et demi en accès anticipé, l'Extraction Shooter PvE No More Rumin L2 est enfin sorti en 1.0. Bien que le jeu se soit pris une sauce en 2024, les mises à jour majeures sont arrivées régulièrement, rajoutant contenu et fonctionnalités. J'ai personnellement essayé le jeu pour la première fois lors du week-end gratuit de mai dernier, et bien que mes premières impressions étaient très mitigées, j'ai commencé à apprécier certains aspects du jeu et j'ai décidé de l'acheter. J'ai aujourd'hui un peu plus de 40 heures sur le jeu, dont 30 en accès anticipé. À mon actif, j'ai environ 5 ou 6 extracts sur la difficulté la plus élevée du jeu, Nightmare, et pendant la période d'Early Access, j'en avais une dizaine. Je vous livre donc mon avis le plus complet possible, et pour votre confort de lecture, vous avez le chapitrage. C'est parti. No More Rumin L était un mode Half-Life 2 très apprécié par la communauté et encore jouable gratuitement en standalone sur Steam aujourd'hui. Il proposait un gameplay assez lent et punitif axé sur la réalisation d'objectifs et la coopération. Ce deuxième volet est une suite indirecte qui reprend ces éléments mais rajoute une mécanique d'extraction aux cartes avec la mort permanente de votre personnage. Pensez Unshowdown plutôt que Tarkov. Il est donc sorti en accès anticipé en octobre 2024 dans un état absolument catastrophique. Non seulement le jeu était plein de bugs avec des problèmes d'optimisation, mais il avait très peu de contenu. Tellement peu qu'il est sorti sans l'une des mécaniques centrales du premier volet, l'infection des joueurs pendant la partie. D'autres éléments un peu emblématiques comme les enfants zombies ont eux été définitivement abandonnés sans doute par peur de la censure, tout ça pour vous dire qu'on a la recette parfaite pour un lancement raté. Les nouveaux joueurs ne peuvent pas profiter du jeu dans des bonnes conditions et les fans de la première heure se trouvent qu'on se fout un peu d'eux. Ça ne veut pas dire pour autant que le jeu mérite une note exceptionnelle, mais les évaluations récentes sont je pense plus représentatives de l'état du jeu que les évaluations globales, donc 70-75% de positifs. Les développeurs n'ont pas lâché le jeu pour autant à raison d'une mise à jour majeure par mois jusqu'à cette 1.0 que je vous présente aujourd'hui. Il y a deux modes de jeu, je vais commencer par Survival car c'est selon moi le moins intéressant même s'il a au moins le mérite de se terminer rapidement. Dans ce mode, vous jouez sur une carte assez petite et l'objectif c'est de défendre un empilement d'enceintes en jouant de la musique à fond pendant 3 vagues. Avant le début de la partie et entre chaque vague, vous avez l'occasion de recevoir un largage d'équipement, looter un peu et préparer la zone pour l'arrivée des zombies avec pièges et barricades. Comme je l'ai mentionné juste avant, ce n'est pas un mode que j'affectionne particulièrement. Il y a deux raisons, la première c'est que de mon expérience, la plupart des joueurs s'en foutent un peu de l'objectif et la deuxième c'est que forcer le combat, surtout au corps à corps, c'est pas quelque chose qui fait briller le jeu, mais ça j'en reparlerai plus tard. Il y a 3 cartes pour l'instant, dont la carte Night of the Living Dead qui reprend la location emblématique du film. J'aurais bien aimé aussi la cabane Devil Dead qui existait en map custom sur le premier jeu, mais bon, ça aurait sûrement fait grincer des dents les ayants droit. Ceci est une baguette magique. Le deuxième mode objectif est clairement le cœur du jeu pour moi. Pour cette 1.0, il y a 6 cartes qui varient de très grand avec Power Plant à assez linéaire mais riche en loot et zombies comme Broadway. Chaque carte a une finalité claire, par exemple sur Hospital, vous devez extraire des informations sur des anciens patients pour aider à la guérison du virus. Pour garder un peu de variété, il y a de l'aléatoire sur le loot, mais aussi sur les objectifs à réaliser. Le meilleur exemple, c'est Broadway, avec plusieurs routes alternatives entre chaque objectif. Et pour terminer la map, vous pouvez soit partir par le métro aérien, ou alors par hélicoptère. Chaque map, à l'exception de Hospital, a ses petites variations. J'ai un doute pour la dernière à Raven Rock qui a été rajoutée par la 1.0 parce que j'ai pas eu l'occasion de tomber dessus beaucoup de fois. Il n'y a pas de sélection de map, les développeurs veulent en rajouter une, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Que ce soit sur le mode objectif ou survie, la partie se termine par un extract, la plupart du temps en hélicoptère. Vous avez deux variantes, la variante sympa et la variante sadique. La variante sympa, vous devez courir un peu, le timing est serré, mais à la fin tout le monde monte en même temps, et si vous connaissez la route et les gens sont pas des bras cassés, ça se passe très bien. Ensuite, il y a la variante sadique où vous devez lentement prendre une corde un par un, le timing est permissif, mais si les ressources de l'équipe sont dans le trou, c'est là que le mode chacun pour sa gueule des gens s'active. Star Rush sur la corde pour espérer partir le premier, et forcément au fur et à mesure que les gens montent dans l'hélico, c'est de plus en plus chaud pour ceux qui restent au sol. Autant vous dire que je suis un peu frileux quand c'est à moi de partir le dernier.
Les collègues dans l'hélico peuvent vous couvrir, mais l'angle n'est pas assez pratique. Par contre, s'il reste des explosifs, en général les gens balancent un molotov ou une grenade pour vous aider. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de tir allié, donc aucune possibilité de troll à ce niveau-là. En partie, vous allez ramasser deux choses. Premièrement, ce qui va vous servir sur ce raid avec une limite de poids, munitions, armes, explosifs, soins, barricades, outils ou alors des objets qui vous donnent des passifs. Deuxièmement, des fournitures de camping de couleur bleue. Alors ça, c'est une ressource à part qui peut être ramassée sans limite et qui est extraite en fin de partie en plus de votre personnage qui va gagner en XP. C'est mis en commun avec l'équipe puis converti en crédit, c'est ce que vous allez utiliser pour acheter de l'équipement avec lequel commencer vos parties ou alors améliorer vos atouts. Tant que votre personnage meurt pas, il peut revenir avec ce que vous avez acheté gratuitement. Par contre, ce que vous ramenez de mission, c'est perdu à tout jamais, donc ça sert à rien de revenir avec 50 balles et 6 grenades non utilisées. Sur ce point-là, je sais plus trop si c'est la même chose que dans Hunt ou pas, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. La progression du perso est assez simple, vous débloquez des emplacements pour des atouts entre le niveau 1 et 100, mais certains sont clairement au-dessus du panier vu que ça joue sur des choses comme la vitesse de revive, l'endurance ou les dégâts, pendant que d'autres sont complètement trollesques comme la durée de vie de la pile de votre lampe ou alors les dégâts dans les membres avec les armes à feu, comme si vous aviez prévu de mal viser. Ça mériterait selon moi un petit équilibrage. Je vais dédier une partie entière au combat vu qu'à mon point de vue c'est le principal facteur qui va vous faire aimer ou détester le jeu. Dans la lignée du premier No More Room in Hell, il est assez lent et récompense surtout les bonnes prises de décision. Il y a deux ressources à gérer quand vous vous battez, l'endurance et l'espace. Il y a un équilibre que j'ai commencé à apprécier de plus en plus au fur et à mesure que je jouais, c'est que c'est pas simplement bourriner avec clic gauche, clic droit, mais ça se joue sur votre repositionnement, votre vigilance sur les alentours, toujours avoir dans un coin de la tête un échappatoire ou un plan B. Vous le voyez aux images à l'écran par exemple, j'alterne coup fort et léger, je recule, je reviens, et dès que j'ai besoin de temporiser, je balance un petit chassé, comme ça après les zombies peuvent pas m'attaquer. Les sensations du combat dépendent malheureusement énormément de l'arme que vous avez réussi à loot. Avec les armes 1 et 2 étoiles, je vous le dis clairement, on se fait chier. Avec les armes 3 étoiles, on commence à bien s'amuser, il y a de bonnes sensations, mais bon ça c'est des armes que vous pouvez trouver uniquement en partie et elles sont forcément plus rares. Vous attendez pas à vous la jouer Rick Grimes ou Daryl Dixon cependant, ni d'avoir un bouton pour dasher ou faire des pas de côté, le jeu veut clairement que vous évitiez les combats et c'est ce que je vous conseille aussi. Si vous n'avez pas de raison de vous battre, loot, objectif ou aider un coéquipier, franchement tracez votre route. C'est pour ça justement que le mode survie qui force le combat, c'est pas trop ma tasse de thé. Pour les armes à feu, il y a de bonnes sensations, peu importe le jeu de zombies, faire exploser des pastèques, ça fait toujours plaisir. Vous avez une sélection correcte entre pistolet, carabine, fusil à pompe et fusil d'assaut. Par contre, chaque arme a ses calibres, donc va falloir les apprendre si vous voulez en demander aux collègues. On passe maintenant à une mécanique centrale du jeu. Vous n'êtes pas immunisé au virus. Lorsque vous avez moins de la moitié de votre santé ou alors que vous vous faites mordre, vous avez la possibilité de vous faire infecter. À ce moment-là, vous êtes sur un compte à rebours jusqu'à votre transformation en zombie qui vous réanimera pour attaquer vos alliés, mais je précise que c'est l'ordinateur qui contrôlera votre cadavre. Après infection, vous allez commencer à avoir des hallucinations qui, je trouve, rajoutent un côté horreur très sympa au jeu. D'abord des voix qui vous chuchotent à l'oreille, après des visions avec des visages sur les écrans télé, des insectes envahissant toutes les surfaces ou encore des figures fantomatiques. Ensuite, ce sera la déformation de votre vue et enfin des veines qui apparaissent sur les rebords de votre écran. À ce moment-là, vous êtes à moins d'une minute de vous transformer en zombie. Heureusement, vous avez 3 solutions. La première, la plus abondante, c'est les pilules phalanx. Chaque cacheton remet le compte à rebours à 0, donc avec de la chance sur le loot et surtout l'aimable coopération de vos équipiers, vous pouvez espérer finir la map. Deuxio, la thérapie génétique, extrêmement rare mais vous rend immunisé contre la maladie jusqu'à la fin de la partie. Et enfin la dernière solution, la troisième, aussi définitive que la thérapie génétique mais un peu moins drôle pour vous. Quand vous combinez cette mécanique d'infection au fait de perdre votre personnage de manière permanente, c'est ce qui rajoute le plus de piment aux parties. Je ne peux même plus compter le nombre de fois où quelqu'un m'a désespérément demandé des pilules parce qu'il est tombé à sec et qu'on était loin d'avoir fini la map. La communication est donc essentielle avec les coéquipiers. Si vous voulez vous la jouer solo, ne pas parler par texte ou alors ne pas pinguer, je vous le dis tout de suite, c'est pas le jeu pour vous.
J'ai un exemple en tête qui m'est arrivé peu après la sortie de la 1.0, on était au dernier objectif, j'étais infecté et il me restait 2 pilules, là quelqu'un arrive et demande en vocal si quelqu'un a des cachetons. Je vous avoue que j'ai débattu en interne pour savoir si je lui passais le flacon ou alors si je faisais ma sourde oreille. Finalement je lui ai passé en lui demandant de me les rendre quand j'en aurais de nouveau besoin et après ça j'ai eu une deuxième pensée, est-ce qu'il va pas plutôt me laisser mourir? Est-ce que ce serait pas lui qui est en position de force maintenant? Bon, je vous spoil, happy end, il me les a rendus quand j'en avais besoin et on a réussi à finir la carte tous les deux en vie, mais c'est ça que j'entends par le fait que la mécanique de mort permanente, ça donne du sel au jeu, ça donne un vrai poids aussi bien au moment de camaraderie que de bâtardise. Vous allez rencontrer 4 types de zombies, les civils, les pompiers, les policiers et les militaires. Chacun de ces zombies peut être trouvé en version normale et en version prime, une version qui fait plus de dégâts et est plus résistante. En plus de ça, ils spawnent soit en marcheur, soit en coureur, et toutes les combinaisons sont possibles. Si l'univers vous déteste, vous pouvez avoir un coureur militaire prime, c'est grosso modo l'équivalent d'un doigt d'honneur. Alors même si on n'est pas dans les 4 Dead, ce jeu a bien un zombie spécial, c'est le crieur, d'apparence squelettique avec une aura de paix, ils sont très faibles, lents et avec peu de PV. Si vous les laissez crier 2 fois, c'est un spawn de coureur garanti, cerise sur le gâteau quand vous les tuez, le nuage qu'ils laissent peut vous infecter et booste les chances d'infection des zombies qui passent à travers. Petite parenthèse sur les 4 difficultés. Débutant, c'est pour se détendre et passer une partie chill, je ne vous la conseille pas dans d'autres cas sauf pour apprendre les maps parce que ça donne de mauvais repères sur les dégâts que vous faites et les dégâts que vous prenez. Dans cette difficulté, il y a un respawn sur un timer, donc impossible de perdre votre personnage sauf si vous mourrez juste avant la fin de la partie. Normal, no comment, c'est la difficulté de base, ils ont rajouté un respawn après les grosses séries d'objectifs pour cette 1.0, donc si vous ne mourrez pas après le début du dernier objectif, vous ne perdez pas votre perso. Difficile de mon point de vue, c'est le parfait milieu, le loot est un peu plus rare donc le teamplay est encouragé et il y a une bonne variété de zombies. Pour finir, cauchemar, énormément de zombies, peu de loot mais beaucoup d'XP et de crédit à la clé. C'est moins effrayant que ça en a l'air, sauf si vous tombez du premier coup sur Power Plant ou Hospital qui sont les 2 maps les plus dures du jeu. Comme je vous l'ai dit, j'ai une dizaine d'extracts en cauchemar depuis la 1.0 et ça se fait assez bien si les gens sont soudés et qu'ils savent se battre et aussi qu'il n'y a pas de mec qui AFK dans un placard le temps qu'on fasse les objectifs. De mon point de vue, je trouve le jeu assez fade avec le respawn vu que ça enlève une grosse partie de la tension, mais bon, ça c'est l'éternel débat sur la friction dans les extraction shooters, c'était exactement la même guéguerre entre le PvE et le PvP avec Ark Raiders. De toute manière, c'est un jeu coop, donc l'essentiel c'est de s'amuser dans la difficulté qui vous convient. Partie technique, ça va être assez rapide, vous avez ma config qui s'affiche à l'écran, avec ça j'ai le jeu en medium avec le DLSS réglé en qualité, ce qui me permet d'avoir 60-90 fps, sauf quand il y a beaucoup de zombies. Personnellement je trouve que visuellement le jeu ne mérite pas d'être aussi gourmand, mais bon mon PC a maintenant 5 ans, donc je vais pas faire la fine bouche, même s'il vaut sans doute plus cher maintenant qu'à l'époque. Merci les data centers bien sûr. Je sais pas trop comment le jeu tourne sur console, ma dernière c'était la 360, donc ça commence à dater un peu. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez le jeu sur Xbox ou PlayStation, n'hésitez pas à nous éclairer de votre lanterne. Les bugs maintenant, j'en ai rencontré un certain nombre depuis la 1.0. Certains sont anodins comme des zombies qui ragdollent dans le sol et d'autres franchement plus handicapants. J'avais eu un random qui pouvait plus escalader et moi ça m'est arrivé de plus pouvoir attaquer ni tirer. Autant vous dire que c'est le genre de truc qui peut vous tuer et vous donne bien les boules. Pour finir cette vidéo, avant de passer à ma conclusion, là c'est la partie spéculation Madame Irma, donc prenez votre meilleure boule de cristal. Le premier No More Room in Hell, c'était un jeu, je vais pas dire bon enfant, mais clairement c'était un projet de passionné. Le jeu avait des personnages jouables de la pop culture comme Bateman de American Psycho ou alors Walter de The Big Lebowski, un serveur browser et des capacités de modding très appréciées. No More Room in Hell 2, c'est clairement un produit commercial, déjà exit le serveur browser, on dépend comme tous les jeux services du bon vouloir de Torn Banner. Le premier dans 10 ans, s'il tourne encore sur Windows 21, on pourra toujours y jouer. No More Room in Hell 2 seulement si Torn Banner a maintenu ses serveurs. Je préfère préciser ce genre de choses vu que ça rentre de plus en plus dans les considérations des joueurs avec des initiatives comme Stop Killing Games ou alors la mort du physique.
Au-delà de ça, est-ce que No More Heroes L2 est coupable des mêmes péchés que les autres jeux services? Pour l'instant, tous les cosmétiques à l'exception des DLC payants sont obtenables facilement avec de l'argent in-game, donc à ce point de vue-là, c'est plutôt cool. Le revers de la médaille, je les trouve assez moches et il n'y en a pas un paquet, donc est-ce que ça augure des futures microtransactions? Je vous laisse en décider. Autrement, pour l'instant, pas de FOMO ou de mécanique de rétention outrancière, les challenges hebdo sont un bon bonus pour les crédits, mais même en jouant normalement, on finit par crouler dessous, donc zéro souci à ce niveau-là. Pour cette 1.0, le jeu pique au-dessus de 10 000 joueurs, sachant qu'il y a du crossplay avec les consoles. On n'est pas sur un dead game donc, mais c'est timide, surtout quand on compare par exemple à Chivalry 2 qui lui était sorti d'abord sur Epic Games avant de sortir sur Steam. Est-ce que le suivi de Thornbanner sera bon au vu du temps qu'ils ont passé sur le jeu et a priori du lancement réussi sur console? Je tablerai sur 1 an et demi, 2 ans de support, mais bon, au-delà ils vont sûrement embrayer sur un autre projet. Au pire, si je me trompe, c'est pas grave, je ne suis qu'un pauvre clown. Avant de passer à ma conclusion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. De même, j'espère vous avoir donné les clés pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion du jeu avec vos sensibilités et vos goûts. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez la récompenser avec un pouce bleu. Alors, est-ce que c'est un jeu que je recommanderais? Par défaut, non. Beaucoup de personnes trouveront le combat et la philosophie derrière le game design mauvais, ce n'est pas mon cas comme j'ai développé dans la partie combat. Par contre, si vous cherchez un jeu de zombies avec une approche plus lente et tactique, une grosse importance de la coopération et surtout des vrais enjeux avec la mort permanente de votre personnage, je pense que vous pouvez vous pencher dessus. Je peux honnêtement difficilement vous citer des jeux coop PvE qui donnent ce genre de sensation là. Si vous avez un doute, gardez la gâchette sur le bouton remboursement ou alors attendez un week-end gratuit, Thornbanner a dit qu'ils en referaient. À 30 balles, je trouve le jeu un peu cher, mais entre 20 et 25 euros, je pense que ça joue. Pour résumer mes défauts perso du jeu, optimisation pas top et des bugs rares qui peuvent vous amener à perdre votre personnage. La qualité de votre équipe joue beaucoup sur le plaisir du jeu. Par exemple, en Europe, bon, il y a la barrière de la langue forcément, mais il y a aussi des gens qui jouent individualistes et puis il y a des gens qui communiquent pas du tout. Pour terminer, l'équilibrage est à géométrie variable sur certaines armes et atouts. C'était donc mon avis sur No More Heroes L2, j'espère que la vidéo vous a été utile. Sur ce, je vous libère et on se dit à la prochaine sous le chapiteau du cirque.